Je m'appelle Gretchen, j'ai maintenant 21 ans, et voici l'histoire de la façon dont j'ai bâti une vie réussie après avoir échappé à ma famille toxique. Quand mes parents m'ont interdit de fêter mon 20e anniversaire parce que mon frère, Adam, ne se sentait pas assez spécial, j'ai pris la décision de partir le soir même. Un an plus tard, mon succès inattendu a déclenché une crise de jalousie de la part de leur fils préféré qui a finalement brisé notre famille pour toujours. D'où nous regardez-vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous, abonnez-vous, et restez avec moi si vous avez déjà été confronté au favoritisme familial comme moi. J'ai grandi dans la banlieue de l'Ohio, j'étais la première fille de Robert et Patricia Thompson. Mon frère, Adam, est arrivé 4 ans après moi, et à partir de ce moment, la dynamique familiale a changé radicalement. Je me souviens clairement du jour où ils l'ont ramené de l'hôpital. Ma grand-mère était restée avec moi pendant que mes parents étaient absents, et elle n'arrêtait pas de me dire à quel point je devais être excité d'avoir un petit frère. J'avais décoré une pancarte de bienvenue et j'avais attendu à la fenêtre pendant des heures. Quand ils sont enfin arrivés, mon père portait le siège auto avec un minuscule Adam à l'intérieur tandis que ma mère suivait derrière. J'ai couru pour leur montrer ma pancarte, mais ils y ont à peine jeté un coup d'œil. Ma mère m'a tapoté la tête d'un air distrait et a dit « C'est gentil, Gretchen. Maintenant, s'il te plaît, sois silencieuse. Le bébé a besoin de dormir. » Ce moment a donné le ton pour les 16 années suivantes de ma vie. Enfant, j'ai désespérément essayé d'être la fille parfaite. J'ai maintenu d'excellentes notes tout au long de l'école primaire et du collège, j'ai rejoint l'équipe de débat, joué du piano, et j'ai même fait du bénévolat au refuge pour animaux local chaque week-end. Mes réussites scolaires étaient accueillies par des hochements de tête désinvoltes et des phrases standards comme « bon travail » ou « comme prévu ». Pendant ce temps, Adam a eu des difficultés à l'école dès le début. Ses notes moyennes étaient célébrées par des sorties à la crèmerie. Quand il a finalement réussi à obtenir un B- en mathématiques en 4e, mes parents l'ont emmené à Six Flags sans récompense. La disparité dans nos fêtes d'anniversaire était particulièrement douloureuse. Pour mon 16e anniversaire, j'ai reçu un ordinateur portable d'occasion que mes parents avaient acheté à un voisin. Le 16e anniversaire d'Adam, cependant, a été marqué par une voiture neuve. Pas n'importe quelle voiture, mais une Mustang bleue sportive que mon père avait passé des mois à rechercher. Je me souviens encore du pincement au cœur en voyant le visage suffisant d'Adam. Alors qu'il faisait teinter ses clés devant moi plus tard dans la soirée, en chuchotant, on dirait qu'il m'aime juste plus. Quand j'avais 17 ans, j'ai eu l'opportunité de jouer un solo de piano lors d'une compétition régionale. J'avais pratiqué pendant des mois, souvent tard dans la nuit après avoir fini mes devoirs. La veille de la compétition, Adam a décidé de jouer à des jeux vidéo dans le salon où se trouvait notre piano. Quand je lui ai demandé de se déplacer dans une autre pièce, il a refusé. Quand je me suis tourné vers mes parents pour obtenir de l'aide, ma mère a simplement dit « Gretchen, il était là en premier. Tu peux pratiquer demain matin. » Mais le marathon de jeu d'Adam a continué jusqu'au matin, et je suis arrivé à la compétition avec les mains tremblantes et un morceau non répété. J'ai quand même atteint la 3e place, mais je me demande souvent ce qui aurait pu se passer. Adam cassait des choses, mes choses en particulier, avec une régularité alarmante. Mon projet de science pour la foire de l'État sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines a été, accidentellement, renversé la nuit précédant la soumission. La robe que j'avais économisée pendant des mois pour acheter pour le bal de fin d'année s'est retrouvée avec une mystérieuse déchirure le long de la couture. Mon journal intime était fréquemment déplacé de sa cachette, les pages cornées aux entrées les plus personnelles. Chaque fois, mes parents lui trouvaient des excuses. Les garçons seront toujours des garçons, disait mon père en haussant les épaules. Il ne le faisait pas exprès, insistait ma mère, même quand le sourire en coin d'Adam racontait une autre histoire. Les responsabilités ménagères étaient également réparties de manière inégale. Je préparais le dîner 3 soirs par semaine à l'âge de 14 ans, je m'occupais de la lessive familiale et je gardais les espaces communs propres. La seule tâche d'Adam était de sortir les poubelles, ce qu'il oubliait fréquemment, me laissant le faire avant que le camion à ordures ne passe. Quand je faisais remarquer ce déséquilibre à mes parents, ma mère soupirait de façon dramatique. « Gretchen, tu es tellement plus mature que ton frère. Nous attendons plus de toi parce que nous savons que tu peux le gérer. » J'ai commencé à me sentir comme une femme de ménage non rémunérée plutôt qu'une fille. Les vacances devenaient des performances où je cuisinais et nettoyais pendant qu'Adam jouait à des jeux vidéo jusqu'à ce que le repas soit prêt. Lors des rassemblements de Noël, les membres de la famille complimentaient ma mère pour la nourriture délicieuse,
et elle acceptait les compliments sans reconnaître mes heures passées en cuisine. Après un dîner de Thanksgiving que j'avais préparé presque entièrement seul, j'ai entendu mon père dire fièrement à mon oncle comment Adam avait aidé, en mettant la table, une tâche qui lui avait pris 5 minutes en tout et que j'avais dû corriger par la suite parce qu'il avait tout mal placé. Malgré le favoritisme évident, j'ai continué à exceller sur le plan scolaire, obtenant une bourse partielle pour l'université d'État. J'ai choisi de vivre à la maison pour économiser de l'argent, faisant 45 minutes de trajet dans chaque sens. Pendant ce temps, mes parents avaient commencé un fonds d'études pour Adam le jour de sa naissance. Même s'il maintenait à peine des moyennes de C au lycée, il parlait avec confiance de l'envoyer dans des universités prestigieuses hors de l'État. Il a juste besoin de trouver sa passion, disait mon père, comme si la médiocrité d'Adam était simplement une phase qui se transformerait magiquement en génie avec le bon environnement. Mon choix de rester dans la région pour l'université a été accueilli avec soulagement plutôt qu'avec fierté. C'est pratique, avait dit ma mère, sur le même ton qu'elle aurait pu utiliser pour décrire une paire de chaussures sensées mais peu attrayantes. Ils ne m'ont jamais rendu visite sur le campus, pas même pour la journée d'orientation des nouveaux étudiants. Je leur ai fait visiter mon département une fois, en leur montrant mon nom sur une plaque de la liste du doyen, mais ils semblaient distraits et ont écourté la visite parce qu'Adam avait un match de football de ligue récréative qu'il ne voulait pas manquer. Alors que mon 20e anniversaire approchait pendant ma 2e année d'université, je me suis permis de ressentir une petite étincelle d'espoir. Peut-être que maintenant, en tant que jeune adulte, je pourrais enfin le célébrer d'une manière qui me semblait spéciale. J'avais travaillé des heures supplémentaires à mon travail sur le campus pour économiser de l'argent, j'avais fait des plans minutieux, et je pensais même que cette étape importante pourrait être le début d'une relation plus mature avec ma famille. Je n'aurais pas pu avoir plus tort. Je planifiais ma fête pour mon 20e anniversaire depuis des semaines. Rien d'extravagant, juste un simple dîner avec 5 amis proches chez Rosini, un restaurant italien local que j'avais toujours voulu essayer. 20 ans me semblait significatif, la porte d'entrée vers une nouvelle décennie, plus une adolescente, mais pas encore tout à fait installée dans l'âge adulte. Pour une fois, je voulais célébrer selon mes propres termes, sans les suggestions pratiques de ma mère ou la demi-attention distraite de mon père. Le vendredi précédant mon anniversaire, j'étais assise à notre table de cuisine en train de finaliser les détails de la réservation sur mon téléphone. Ma mère préparait le dîner pendant que mon père lisait le journal à l'autre bout de la table. Adam était censé faire ses devoirs dans sa chambre, bien que les faibles sons de son casque de jeu suggéraient le contraire. J'ai confirmé la réservation pour 6 personnes samedi, ai-je mentionné, en essayant de garder ma voix décontractée malgré mon excitation. Le restaurant a dit qu'ils auraient un petit gâteau pour nous à la fin. Ma mère n'a pas levé les yeux de la casserole qu'elle remuait. Ce samedi ? Es-tu sûr que c'est une bonne idée ? Quelque chose dans son ton m'a serré l'estomac. Oui, c'est mon anniversaire. Je planifie ça depuis des semaines. Pourquoi ce ne serait pas une bonne idée ? Mon père a légèrement baissé son journal. Gretchen, nous devons parler de ça. Adam a son tournoi de qualification régionale de football ce week-end. D'accord, dis-je lentement, mais mon dîner est à 19h. Ces matchs sont généralement pendant la journée, non ? Ma mère s'est tournée vers moi maintenant, son expression un mélange familier d'impatience et de déception. Ce n'est pas seulement une question d'horaire, Gretchen. Adam est très nerveux à propos de ce tournoi. Les recruteurs universitaires seront là, et il doit être dans le bon état d'esprit. J'ai cligné des yeux, essayant de comprendre ce qu'elle insinuait. Je ne comprends pas ce que mon dîner d'anniversaire a à voir avec le match de football d'Adam. Mon père a soupiré lourdement, pliant complètement son journal. Écoute, Adam se sent. Eh bien, il ne se sent pas assez spécial en ce moment. Toute cette attention portée à ton anniversaire le distrait. Il a mentionné que cela affectait sa concentration pendant l'entraînement. L'absurdité de la déclaration m'a momentanément laissé sans voix. J'ai 21 ans maintenant, en repensant à moi-même à 19 ans, et je n'arrive toujours pas à croire à la conversation qui s'est déroulée. Vous plaisantez, n'est-ce pas, ai-je finalement réussi à dire. Comment mon petit dîner avec des amis, auquel Adam ne participe même pas, affecte-t-il son entraînement de football ? Ma mère a croisé les bras. Gretchen, tu sais à quel point ce tournoi est important pour son avenir. Les recruteurs de l'université d'État seront là, et cela pourrait déterminer tout son parcours universitaire. Il dit que savoir que la famille fête ton anniversaire ce soir-là lui donne l'impression que nous ne pensons pas que son match est important. Mais c'est mon anniversaire, dis-je,
ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Je n'ai 20 ans qu'une seule fois. Ne peut-il pas être heureux pour moi juste un jour? Tu es égoïste, a coupé mon père, son ton s'aiguisant. Adam a besoin de notre soutien total en ce moment. Il a spécifiquement dit qu'il se sent mal à l'aise que tu aies une fête le même week-end que son tournoi. Alors je le déplacerai au week-end prochain, ai-je proposé, le désespoir s'insinuant dans ma voix. Je peux appeler le restaurant et changer la réservation. Ma mère a secoué la tête fermement. Ce n'est pas la question, Gretchen. Adam estime que toute célébration en ce moment nuirait à sa réussite. Il a suggéré que nous reportions toute activité d'anniversaire jusqu'à la fin de la période de recrutement universitaire, peut-être dans un mois environ. La prise de conscience m'a frappé comme un coup physique. Il ne me demandait pas de reprogrammer. Il me disait d'annuler complètement mon anniversaire parce que mon frère, qui n'avait contribué en rien à la planification ou au financement de l'événement, prétendait que cela le faisait se sentir moins spécial. C'est ridicule, dis-je, les larmes commençant à piquer mes yeux. Et mes amis qui viennent? Et la réservation pour laquelle j'ai versé un acompte? Et ce que je veux pour mon propre anniversaire? Il n'y a pas besoin d'être dramatique, a dit mon père d'un ton dédaigneux. Tes amis comprendront. La famille passe avant tout, Gretchen, et en ce moment, Adam a plus besoin de notre soutien que toi d'une fête. À ce moment, Adam est apparu dans l'embrasure de la porte, comme s'il avait écouté tout le temps. Il y avait une lueur de satisfaction dans ses yeux alors qu'il me regardait. « Salut, le dîner est prêt ?»« Je meurs de faim après l'entraînement, » a-t-il dit, ignorant complètement la tension dans la pièce et mon état visiblement contrarié. Ma mère s'est immédiatement illuminée. « Presque prêt, chérie. Comment s'est passé l'entraînement? Te sens-tu bien pour samedi? » Et juste comme ça, la conversation sur mon anniversaire était terminée. Alors que ma famille se lançait dans une discussion enthousiaste sur les perspectives de football d'Adam, je suis resté assise, figée à la table, le poids de leur mépris m'écrasant la poitrine. Quand j'ai jeté un coup d'œil à Adam, il a croisé mon regard et a eu l'audace de sourire en coin avant de reporter son attention sur nos parents. Cette nuit-là, j'ai appelé le restaurant pour annuler ma réservation, perdant mon acompte de $50. J'ai ensuite dû envoyer un message à chaque ami individuellement, inventant une excuse à propos d'une urgence familiale parce que j'étais trop gêné pour leur dire la vérité. En envoyant le dernier message, quelque chose en moi s'est finalement brisé. Il ne s'agissait plus d'une fête d'anniversaire. Il s'agissait d'années à être traité comme une pensée secondaire dans ma propre famille, à voir mes accomplissements minimisés tandis que la médiocrité d'Adam était célébrée. J'ai réalisé avec une clarté saisissante que rien ne changerait jamais tant que je resterais sous leur toit. Après avoir annulé mes plans d'anniversaire, je me suis assise sur mon lit à fixer le mur, mon téléphone vibrant de réponses sympathiques de mes amis. Sarah, ma meilleure amie depuis le collège, a appelé au lieu d'envoyer un SMS. J'ai répondu d'un bonjour tremblant, essayant de garder ma voix stable. Quelle urgence familiale? Ta mère a publié sur Facebook à propos du tournoi de football d'Adam il y a 20 minutes. Elle avait l'air parfaitement bien, a dit Sarah, la confusion évidente dans sa voix. Le barrage a cédé. À travers les larmes, je lui ai tout raconté. Les mots se sont déversés dans un torrent de douleur et de frustration, l'annulation de l'anniversaire, les années de favoritisme, le message constant que les besoins d'Adam passeraient toujours avant les miens, peu importe à quel point mes demandes étaient raisonnables ou importantes. C'est vraiment tordu, Gretch, a dit Sarah quand j'ai finalement fait une pause pour respirer. Tu sais quoi? Viens rester chez moi. Je te dis depuis toujours que ma colocataire a déménagé le mois dernier. La chambre est là, vide. Je ne peux pas simplement partir, ai-je répondu automatiquement, bien que même en prononçant ces mots, je me demandais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Sarah a fait l'écho à mes pensées. Tu as 20 ans. Tu as un travail à temps partiel, et tu te tues à faire la navette jusqu'au campus tous les jours de toute façon. Qu'est-ce qui te retient là-bas? Qu'est-ce qui me retenait là-bas? En regardant ma chambre d'enfant, j'ai réalisé à quel point peu de choses reflétaient qui j'étais devenu. Les murs jaunes pâles que ma mère avait choisis quand j'avais 10 ans. Le bureau pratique que mon père avait assemblé à partir d'un magasin de meubles à bas prix. La bibliothèque remplie de livres que j'avais achetés avec mon propre argent. Même le fanion de l'université sur mon mur avait été mon choix, ma réussite, quelque chose que j'avais accompli malgré leur indifférence. Il faudrait que je fasse mes valises, dis-je lentement, l'idée prenant racine. Commence maintenant,
a insisté Sarah. Je viendrai t'aider demain si tu veux. Non, ai-je décidé, un calme étrange s'installant en moi. Je pense que je dois le faire ce soir. Après avoir raccroché, je suis resté assise parfaitement immobile pendant 5 minutes, traitant l'ampleur de ce que j'envisageais. Puis, avec une profonde inspiration décisive, j'ai sorti mon grand sac de voyage de sous le lit et j'ai commencé le processus de m'extraire de ma maison familiale. J'ai commencé par l'essentiel, vêtements, articles de toilette, documents importants. Mon acte de naissance et ma carte de sécurité sociale étaient dans un dossier dans le tiroir de mon bureau. J'ai trouvé mon passeport au fond de mon placard. Ensuite, sont venus les objets personnels. Je ne pouvais pas supporter de laisser derrière moi le lapin en peluche que ma grand-mère m'avait donné avant de mourir, le journal que je tenais depuis ma première année, la petite boîte à bijoux contenant mes boucles d'oreilles en perles de fin d'études, un autre cadeau de ma grand-mère. En faisant mes bagages, les souvenirs m'ont submergé. La fois où Adam avait cassé mon projet de science la veille du jugement, et mes parents avaient suggéré que j'aurais dû le finir plus tôt. Ma remise de diplôme du lycée, où mes parents étaient partis immédiatement après la cérémonie parce qu'Adam avait un match de ligue d'été, manquant la réception des honneurs où j'ai reçu des prix qu'ils n'ont jamais vus. Les innombrables dîners où la conversation tournait entièrement autour des activités d'Adam tandis que les miennes n'étaient pas mentionnées. J'ai soigneusement sélectionné les livres qui avaient du sens pour moi, mon ordinateur portable et mes chargeurs, et le peu d'argent liquide que j'avais économisé. En regardant mes livres de piano, j'ai ressenti un pincement de regret. Le piano avait été mon sanctuaire, le seul endroit où je pouvais m'exprimer pleinement, mais il était en bas dans le salon, jamais vraiment à moi. 2 heures plus tard, ma vie avait été distillée en un grand sac de voyage, un sac à dos et un sac en toile de livres. C'était à la fois déprimant et libérateur de voir avec quelle facilité je pouvais m'extraire de cette maison. Je me suis assise à mon bureau et j'ai écrit un bref mot à mes parents. J'ai déménagé. Je suis en sécurité, mais j'ai besoin d'espace pour réfléchir à notre relation. S'il vous plaît, n'essayez pas de me forcer à revenir. C'est ma décision en tant qu'adulte. Je vous contacterai quand je serai prête. Gretchen. Pas d'accusation dramatique, pas d'appel désespéré à l'attention, juste une simple déclaration de fait. Je l'ai placé sur mon lit soigneusement fait, j'ai jeté un dernier regard à la chambre, et j'ai fermé doucement la porte derrière moi. En bas, les bruits familiers de la soirée continuaient. Le documentaire de mon père passait à la télévision du salon, les aiguilles à tricoter de ma mère cliquetaient rythmiquement, et le rire d'Adam éclatait occasionnellement de sa chambre où il jouait en ligne avec des amis. Aucun d'eux n'a levé les yeux alors que je portais mes sacs jusqu'à la porte d'entrée. Aucun d'eux n'a remarqué que j'enlevais ma clé de maison de mon trousseau et que je la posais sur la table de l'entrée. Aucun d'eux n'a entendu le doux clic de la porte d'entrée alors que je la fermais derrière moi pour la dernière fois. L'air de la nuit était frais contre mon visage strié de larmes alors que je chargeais mes sacs dans ma vieille Honda Civic. Pendant un instant, je suis resté assise dans l'allée, attendant que la lumière du porche s'allume, que quelqu'un sorte en courant, demandant où j'allais si tard. La maison est restée immobile, ses fenêtres brillant d'une lumière chaude qui ne m'incluait plus. J'ai démarré le moteur et je me suis éloigné de la seule maison que j'ai jamais connue, me dirigeant vers un avenir incertain mais nouvellement indépendant. En conduisant vers l'appartement de Sarah, un étrange mélange d'émotions m'a envahi, le deuil pour la relation familiale que j'avais toujours voulu mais jamais eue, la peur du chemin inconnu qui m'attendait. Mais le plus fort de tout était un sentiment de soulagement, comme si j'avais enfin déposé un lourd fardeau que je portais depuis des années. La route s'étendait devant moi, sombre mais pleine de possibilités. Et pour la première fois de ma vie, c'était moi qui choisissais la direction. Sarah m'attendait quand je suis arrivé, la porte de son appartement entr'ouverte malgré l'heure tardive. Elle a jeté un coup d'œil à mon visage et m'a serré dans une étreinte féroce sans dire un mot. Cette première nuit, nous sommes restés éveillés jusqu'à 3 heures du matin, buvant du thé à sa table de cuisine pendant que j'alternais entre des rires nerveux et des accès de larmes. Elle m'a aidé à déballer mes maigres possessions dans la chambre d'amis, suspendant mes vêtements dans le placard avec un geste cérémonial qui a irgendoué rendu le moment important, une déclaration d'indépendance. Le lendemain matin, la réalité s'est imposée avec le bourdonnement strident de mon téléphone, plusieurs appels manqués de ma mère suivis de messages textes de plus en colère. Où es-tu? Comment as-tu pu nous faire ça? Adam est contrarié et pourrait ne pas bien jouer à cause de toi. Ce comportement égoïste doit cesser immédiatement. J'ai éteint mon téléphone et j'ai passé la journée dans un état second, alternant entre la panique de ce que j'avais fait et un étrange sentiment naissant de liberté. Sarah est allée à son travail du week-end,
me laissant un double des clés et la promesse de ramener le dîner. Je me suis assise près de la fenêtre de son appartement, regardant les inconnus passer dans la rue en bas, chacun vivant sa propre vie, faisant ses propres choix. Je pouvais le faire maintenant, moi aussi. Le dimanche soir, les appels s'étaient intensifiés. Mon père a laissé un message vocal disant qu'il me déclarerait disparu si je ne répondais pas. J'ai envoyé un bref texto, je ne suis pas porté disparu. Je suis une adulte qui a déménagé. Je suis en sécurité. Puis j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Lundi matin, je suis allé à mes cours sur le campus comme d'habitude, bien que tout semblait différent. Je n'étais plus l'étudiante qui faisait la navette et se dépêchait de rentrer à la maison pour aider avec le dîner. J'étais juste une autre étudiante, responsable uniquement d'elle-même. Après mon dernier cours, au lieu de me diriger vers le parking pour mon long trajet de retour, j'ai marché jusqu'au centre de carrière du campus et j'ai mis à jour mon profil pour indiquer une disponibilité pour plus d'heures. Cet après-midi-là, j'ai repéré une offre d'emploi qui a attiré mon attention. Une petite agence de marketing numérique en ville cherchait un assistant de médias sociaux à temps partiel. L'annonce mentionnait qu'ils étaient prêts à former et préféraient les étudiants en commerce ou en communication. Avec ma spécialisation en marketing et mes compétences décentes en conception graphique acquises au fil des ans en créant mes propres supports d'études, j'ai décidé de postuler immédiatement. À ma grande surprise, ils m'ont appelé pour un entretien le lendemain même. J'ai emprunté un blazer à Sarah, j'ai fait des recherches approfondies sur l'entreprise et je suis arrivé 15 minutes en avance, mon portfolio de projets de cours et de bénévolat soigneusement organisé dans un dossier. Le bureau était plus petit que ce à quoi je m'attendais, juste un espace loft converti avec des murs en briques apparentes et une poignée de jeunes professionnels travaillant à des bureaux regroupés. Kelly, la fondatrice et PDG, était une femme d'une trentaine d'années avec une manière directe et un sourire rapide. Elle a semblé impressionnée par mon organisation et mon enthousiasme mais a froncé les sourcils quand j'ai mentionné ma disponibilité limitée à cause des cours. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut grandir avec nous, a-t-elle dit, tapotant pensivement mon CV. Ce poste pourrait devenir à temps plein après l'obtention de votre diplôme. Cela vous intéresserait-il? La question m'a prise au dépourvu. Avant de déménager, mes vagues plans post-diplôme impliquaient de trouver un emploi qui me permettrait de continuer à vivre à la maison tout en économisant de l'argent. Maintenant, l'avenir était grand ouvert. Oui, dis-je fermement. Je cherche un endroit où je peux m'engager à long terme et vraiment contribuer. Quelque chose dans mon ton a dû la convaincre. À la fin de l'entretien, elle m'a offert le poste avec des horaires flexibles autour de mon emploi du temps de cours et un salaire légèrement plus élevé que ce à quoi je m'attendais. J'ai accepté sur le champ, sentant pour la première fois que je construisais quelque chose pour moi-même, par moi-même. La courbe d'apprentissage était abrupte. J'avais étudié les théories du marketing en cours, mais les appliquer à de vrais clients avec de l'argent réel en jeu était entièrement différent. Kelly est devenue non seulement ma patronne mais aussi un mentor, prenant le temps d'expliquer les stratégies et de m'inclure dans les réunions avec les clients, même lorsque mon rôle était juste de prendre des notes. Contrairement à mes parents, elle remarquait mes efforts, fournissait des commentaires spécifiques et célébrait mes succès, aussi petits soient-ils. Excellent travail sur les graphiques du compte Henderson, disait-elle. Ou, cette série de légendes que tu as écrites a augmenté l'engagement de 20%. Chaque reconnaissance était comme de l'eau sur une terre aride. Je me suis retrouvé à travailler plus dur, à rester plus tard, désireuse de mériter le prochain éloge. Un mois s'est transformé en 3. Je me suis installé dans une routine à l'appartement de Sarah, contribuant au loyer et aux courses, apprenant à cuisiner des repas au-delà des dîners familiaux de base que j'avais préparés à la maison. Mon téléphone s'allumait encore avec des textos de mes parents, bien qu'ils aient évolué de demandes furieuses de rentrer à la maison à des tentatives maladroites de conversation normale. Je répondais de manière minimale, pas prête à rouvrir cette blessure. Adam ne m'a jamais contacté directement, bien que ma mère le mentionnait occasionnellement dans ses textos. Il avait apparemment mal performé au tournoi de football, manquant l'attention des recruteurs universitaires. Elle insinuait, sans jamais le dire directement, que cela était en quelque sorte lié à mon départ, un autre fardeau de culpabilité que j'étais censé porter. Mais j'étais trop occupé à construire ma nouvelle vie pour assumer ce poids. Au bout de 6 mois, j'avais été promu associé marketing junior à l'agence avec une petite mais significative augmentation. J'avais quitté la chambre d'amis de Sarah pour un minuscule studio à moi, juste un garage converti avec une kitchenette et une salle de bain, mais c'était à moi, payé avec mes propres revenus. J'avais décoré avec des meubles d'occasion et des œuvres d'art colorées provenant de marchés artisanaux locaux,
créant un espace qui reflétait qui je devenais plutôt que qui on s'attendait à ce que je sois. Le soir, après le travail et les cours, j'ai lancé un blog documentant mon parcours dans le marketing numérique, partageant les conseils que j'apprenais et des études de cas de nos plus petits clients, avec leur permission, bien sûr. Cela a commencé comme un projet de portfolio, quelque chose à montrer aux futurs employeurs, mais à ma surprise, il a commencé à gagner des abonnés dans l'industrie. Des commentaires sont apparus de professionnels du marketing, certains offrant des perspectives supplémentaires, d'autres posant des questions qui me poussaient à approfondir mes recherches. Kelly a remarqué le blog et a encouragé son développement, me permettant même de mentionner notre agence lorsque c'était approprié. Construire votre marque personnelle en même temps que celle de l'entreprise est intelligent, m'a-t-elle dit un après-midi alors que nous travaillions tard sur une présentation client. Trop de jeunes attendent la permission de s'établir en tant qu'experts. Ce commentaire m'est resté, éclairant à quel point j'avais passé ma vie à attendre la permission, une approbation qui n'est jamais venue. Ici, dans mon nouveau monde, j'apprenais que je pouvais simplement décider de prendre de la place, d'avoir des opinions, de poursuivre ce qui m'intéressait sans d'abord m'assurer que cela ne dérangerait pas les plans de quelqu'un d'autre. Alors que mon anniversaire approchait à nouveau, je ne ressentais aucune de l'espoir anxieux qui avait caractérisé l'année précédente. Cette fois, je le célébrerai exactement comme je le voulais, avec des gens qui se souciaient sincèrement de mon bonheur. Mon blog, initialement un petit projet parallèle, a commencé à gagner une sérieuse popularité dans les cercles du marketing numérique. Ce qui a commencé comme de simples publications sur les stratégies de médias sociaux a évolué en analyse approfondie de campagnes marketing et en prédiction de tendances que les professionnels de l'industrie référençaient réellement. Je n'oublierai jamais le matin où je me suis réveillé pour découvrir qu'un directeur marketing d'une grande marque avait partagé mon article de blog et l'avait qualifié de « lecture essentielle pour quiconque dans les espaces numériques ». Mon nombre d'abonnés est passé de quelques centaines à plusieurs milliers en seulement quelques mois. Les commentaires affluaient, beaucoup provenant de professionnels établis qui semblaient sincèrement impressionnés par mes idées. Chaque nouvel abonné, chaque commentaire positif était comme une réfutation directe du message que j'avais absorbé tout au long de mon enfance, que j'étais banal, que mes efforts étaient attendus plutôt qu'exceptionnels. Au travail, Kelly a remarqué l'attention croissante que mon blog recevait et l'a utilisée à notre avantage. Elle a commencé à m'envoyer à des événements de réseautage d'affaires locaux en tant que visage de notre agence, me faisant confiance pour représenter notre marque malgré mon statut de junior. Ton blog démontre une expertise à laquelle les gens répondent, a-t-elle expliqué lorsque j'ai exprimé ma surprise d'être envoyé à un important cocktail de la chambre de commerce. L'âge et l'expérience sont des choses différentes. Tu as un talent naturel pour cette industrie, Gretchen. Les événements de réseautage ont conduit à de nouvelles demandes de clients, beaucoup demandant spécifiquement que je sois impliqué dans leur campagne. Au bout de 9 mois après avoir quitté la maison de mes parents, j'avais été promu à nouveau, cette fois au poste de directrice associée de la stratégie des médias sociaux avec un salaire qui m'a permis de quitter mon appartement-garage pour un véritable 2 pièces dans un immeuble plus récent en centre-ville. Le véritable tournant s'est produit lorsqu'un ancien client, travaillant maintenant pour un grand détaillant d'articles de sport, m'a contacté pour un projet en freelance. Ils avaient besoin d'aide pour lancer une nouvelle ligne de vêtements de sport et voulaient une approche fraîche pour leur campagne sur les médias sociaux. Le budget qu'ils offraient pour ce projet parallèle représentait près de la moitié de mon salaire mensuel. J'ai approché Kelly avec nervosité, craignant qu'elle ne voie cela comme un conflit d'intérêts. Au lieu de cela, elle m'a aidé à structurer un accord de consultant qui protégerait à la fois son agence et mon travail indépendant. Le monde du marketing fonctionne sur les relations et la réputation, a-t-elle dit alors que nous finalisions les documents. Je préfère t'aider à construire les deux plutôt que de te retenir. Souviens-toi juste de qui t'a donné ta première chance quand tu dirigeras ton propre empire un jour. Sa confiance en moi était à la fois exaltante et terrifiante. Je me suis jeté à corps perdu dans le projet freelance, travaillant le soir et les week-ends pour livrer une stratégie de campagne qui dépassait les attentes. Le client était ravi des résultats, et la nouvelle s'est répandue rapidement. Bientôt, j'ai dû créer une liste d'attente pour les projets en freelance. Mon audience de blog continuait de croître, attirant l'attention des publications de l'industrie. Digital Marketing Today, un magazine professionnel respecté, m'a contacté pour écrire une chronique mensuelle axée sur les tendances émergentes des médias sociaux. L'opportunité est venue non seulement avec une visibilité mais aussi avec un vrai salaire, une autre validation que ma voix avait de la valeur. Alors que mon succès professionnel s'étendait, ma confiance personnelle a fait de même. Je ne courbais plus les épaules en entrant dans une pièce pleine d'inconnus. Je prenais la parole lors des réunions, sans craindre que mes idées ne soient rejetées.
J'ai développé des amitiés avec des gens qui célébraient mes accomplissements plutôt que de les minimiser. Sarah a observé cette transformation avec une fierté non dissimulée. Tu n'es même plus la même personne qui s'est présentée à ma porte avec 3 sacs il y a un an, a-t-elle remarqué un soir alors que nous dînions dans un restaurant que je n'aurais jamais pu me permettre auparavant. Je suis exactement la même personne, l'ai-je corrigé. Je n'avais juste pas l'espace pour exister pleinement avant. Le journal économique local a publié un article sur les 20 étoiles montantes des affaires de moins de 30 ans, et à mon grand étonnement, j'en faisais partie. La séance photo semblait surréaliste, posant dans le bureau de Kelly avec mon ordinateur portable ouvert sur mon blog, essayant d'avoir l'air professionnel et confiante tout en m'émerveillant intérieurement du chemin parcouru en si peu de temps. Lorsque l'article a été publié, j'ai acheté 5 exemplaires, un à encadrer, un pour Sarah, un pour Kelly, et 2 qui sont restés sur ma table basse, un rappel tangible que je construisais quelque chose de significatif. J'ai publié l'article sur mes comptes de médias sociaux professionnels, en identifiant l'agence et en exprimant ma gratitude pour les opportunités qui m'avaient été données. La publication a reçu des centaines de mentions, j'aime, et de commentaires de soutien de collègues et de relations professionnelles. Je n'en ai pas parlé sur mes comptes personnels, ceux où mes parents et mes anciennes connaissances du lycée pourraient le voir. Ce succès était le mien, pas pour la parade, pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Du moins, c'est ce que je me disais à l'époque. Alors que mon 21e anniversaire approchait, j'ai décidé de le fêter comme il se doit. J'ai loué une salle privée dans un restaurant chic du centre-ville, invitant des collègues, des clients devenus amis, Sarah et son petit ami, et quelques camarades de classe qui m'avaient soutenu tout au long de la transition. Pas de famille, pas de drame, juste des gens qui me souhaitaient sincèrement du bien. Le soir de ma fête d'anniversaire est arrivé, et je me suis habillé avec soin dans une nouvelle tenue achetée spécialement pour l'occasion, bien loin des vêtements pratiques qui remplissaient mon placard chez mes parents. Le restaurant avait décoré la salle à manger privée avec une élégance subtile, des bougies vacillant sur les tables, une petite estrade pour les toasts, et un gâteau à plusieurs étages qui semblait trop beau pour être mangé. Au fur et à mesure que les invités arrivaient, chacun me saluant avec une chaleur sincère, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance que j'avais rarement connu dans ma maison familiale. Ces gens étaient là parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils appréciaient ma compagnie, non par obligation ou par habitude. Kelly est arrivée avec son mari, me présentant un petit cadeau emballé. « Ouvre-le maintenant », a-t-elle insisté, inhabituellement excitée. À l'intérieur de la boîte se trouvait un porte-cartes de visite, élégant et professionnel, gravé de mon nom. Mais ce sont les cartes à l'intérieur qui m'ont fait monter les larmes aux yeux, Gretchen Thompson, consultante en marketing numérique, avec le logo de l'agence dans le coin. « Tu as dépassé le titre des associés », a expliqué Kelly, observant attentivement ma réaction. « Nous nous restructurons, et je veux que tu diriges notre nouvelle division des médias sociaux. Plus de responsabilité, plus de flexibilité, et bien sûr, plus d'argent. » Je l'ai serré dans mes bras impulsivement, quelque chose que je n'aurais jamais fait un an plus tôt. « Merci d'avoir pris un risque avec moi », ai-je chuchoté. Elle s'est reculée, son expression sérieuse. « Ce n'est pas de la charité, Gretchen. C'est la reconnaissance de ton talent et de ton travail acharné. Ne confonds jamais les deux. » La soirée s'est poursuivie avec le dîner, des boissons et des toasts de plus en plus affectueux de la part de mes amis. Personne n'a demandé où était ma famille ou pourquoi ils n'étaient pas présents. Ces gens connaissaient mon histoire, m'avaient vu reconstruire ma vie, et comprenaient que la famille est parfois celle que l'on choisit plutôt que celle à laquelle on est. En regardant autour de la table ces visages, certains que je connaissais depuis des années, comme Sarah, d'autres nouveaux dans ma vie, comme Kelly et mes collègues, j'ai ressenti une profonde gratitude. J'avais perdu une famille mais gagné une communauté. Je m'étais éloigné de personnes qui me diminuaient et j'avais trouvé celles qui m'aidaient à grandir. La soirée s'est terminée tard, mes joues douloureuses à force de sourire, mon cœur plein. Alors que Sarah et moi partagions un VTC pour rentrer, elle m'a serré la main. « Joyeux anniversaire, Gretchen. Tu mérites tout ça et plus encore. » Pour la première fois de ma vie, j'ai cru que cela pouvait être vrai. 3 semaines après mon 21e anniversaire, je travaillais tard au bureau, préparant une présentation pour un nouveau client, lorsque la réceptionniste a sonné à mon bureau. « Il y a quelqu'un ici pour vous voir », dit-elle, avec une note d'hésitation inhabituelle dans sa voix. « Il dit qu'il est votre frère. » Mon estomac s'est noué. Depuis un an que j'avais quitté la maison, Adam n'avait jamais tenté de me contacter directement. A-t-il dit ce qu'il veut? Juste qu'il a besoin de vous parler d'urgence.
Dois-je le renvoyer? J'y ai pensé, tenté d'éviter la confrontation, mais la curiosité l'a emporté. Non, je vais sortir. Adam se tenait dans la zone de réception, à la fois familier et étrange. Il avait laissé pousser ses cheveux, et sa carrure athlétique semblait en quelque sorte diminuer, ses épaules voûtées sur la défensive. Quand il m'a vu, son expression a vacillé entre le soulagement et quelque chose de plus difficile à définir, peut-être du ressentiment. « Qu'est-ce que tu fais ici, Adam ?» ai-je demandé, en gardant ma voix neutre. « Comment m'as-tu trouvé ?» Il a sorti un journal plié de sa poche arrière. C'était le journal économique avec mon article. « Tu es partout sur Internet aussi », a-t-il ajouté. « Joli bureau. Ça a l'air cher. » Le ton passif-agressif était si familier qu'il m'a presque fait rire. « J'ai une réunion dans 20 minutes, ai-je menti. »« Que veux-tu ? On peut parler quelque part en privé. » J'ai hésité, puis j'ai fait un signe de tête vers une petite salle de conférence. Une fois la porte fermée derrière nous, un silence gênant a rempli l'espace. Adam faisait les 100 pas le long de la table, semblant avoir du mal à commencer. « Maman et papa te manquent », a-t-il finalement dit, bien que son ton suggère que ce n'était pas sa principale préoccupation. « Ils ont mon numéro. Ils pourraient t'appeler n'importe quand. Ils appellent. Tu ne réponds jamais. » J'ai soupiré. « Je réponds à leurs textos, Adam. Je ne suis pas prête pour plus que ça pour le moment. Mais d'une manière ou d'une autre, je doute que tu sois venu jusqu'ici pour discuter de mes préférences de communication avec nos parents. » Il a arrêté de faire les 100 pas et m'a fait face directement. « Comment as-tu fait tout ça ?» a-t-il demandé, en faisant un geste vague autour de lui. « Une minute tu vis à la maison, la minute suivante tu es une sorte de ponte du marketing avec un travail chic et des gens qui t'appellent une experte. » La question m'a prise au dépourvu. Je m'attendais à des accusations ou à des exigences de rentrer à la maison, pas à cet intérêt apparent pour mon succès. « J'ai travaillé pour ça », dis-je simplement. J'ai postulé à des emplois, j'ai saisi les opportunités quand elles se présentaient, j'ai travaillé les soirs et les week-ends, j'ai construit une réputation. Adam a reniflé. D'accord. Donc tu as juste eu de la chance. Tu as trouvé les bonnes personnes à impressionner. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu sais, j'ai essayé l'université, a-t-il continué, comme si je n'avais pas parlé. L'université d'État m'a finalement offert une place après que ce recruteur m'ait vu jouer dans un autre tournoi. Celui que tu as ruiné en partant. J'ai ravalé une réplique sur le fait d'assumer la responsabilité de sa propre performance. Et comment ça s'est passé? J'ai abandonné après un semestre, a-t-il admis, en se laissant tomber sur une chaise. Les cours étaient stupides. Les professeurs ne me comprenaient pas. Tout le monde attendait trop de moi. Le refrain familier des excuses m'a submergé. C'était la dame dont je me souvenais, celui qui n'affrontait jamais les conséquences, qui avait toujours quelqu'un d'autre à blâmer pour ses échecs. Je suis désolé que l'université n'ait pas marché pour toi, dis-je prudemment. Que fais-tu maintenant? Je vis à la maison. J'essaie de comprendre les choses. Il a tiré sur un fil lâche de son jean. Papa veut que je suive des cours au community college, mais à quoi bon? Tout le monde n'est pas fait pour les études comme toi. Le vieux schéma est apparu si clairement, Adam en difficulté, mes parents ajustant leurs attentes à la baisse, le récit changeant pour protéger son ego plutôt que de le mettre au défi de s'améliorer. Autrefois, cela m'aurait rempli de ressentiment. Maintenant, je ressentais un étrange mélange de pitié et de détachement. « Adam, pourquoi es-tu ici ?» ai-je demandé à nouveau, plus doucement cette fois. Il a levé les yeux, et pendant un instant, j'ai vu de la vulnérabilité dans son expression. J'ai vu ton article, ton blog, tes médias sociaux. Tu as l'air heureuse. Je suis heureuse. Sans nous. Sans ta famille. La vulnérabilité a disparu, remplacée par une défensive familière. Tu es juste parti, comme si nous ne signifions rien pour toi. Et maintenant tu as du succès, et tout le monde pense que tu es si génial, et tu ne nous mentionnes même jamais. Comme si tu avais honte de ta propre famille. L'accusation m'a piqué, non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle révélait à quel point il avait mal compris mon départ. Je suis parti parce que j'avais besoin de construire ma propre vie, Adam, pas pour te faire du mal à toi ou à maman et papa. Tu nous as fait passer pour des méchants, a-t-il insisté, sa voix s'élevant. Tout le monde à l'église pose des questions sur toi,
et maman doit inventer des histoires sur le fait que tu es très occupé par tes études. Tu sais ce que les gens pensent vraiment? Ils pensent que nous t'avons chassé. Ils blâment maman et papa. Ce n'est pas mon intention, dis-je, bien que secrètement, je pensais que les membres de l'église n'avaient peut-être pas entièrement tort. Tu dois rentrer à la maison, a déclaré Adam soudainement. Au moins pour le dîner, pour les apparences. Montrer à tout le monde que nous sommes toujours une famille, que tu ne penses pas être trop bien pour nous maintenant. J'ai secoué la tête lentement. Je ne rentrerai pas à la maison pour les apparences, Adam. Quand je serai prête à revoir maman et papa, ce sera selon mes termes, pas pour la parade. Son visage s'est assombri. Alors tu es trop importante maintenant? Trop réussie pour être associée à ta famille ordinaire? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai toujours su que tu étais égoïste, a-t-il continué, en se levant à nouveau, sa voix devenant plus forte. Toujours pensé que tu étais meilleur que tout le monde. Maintenant que quelques personnes louent ton stupide blog, soudainement tu es trop bien pour les gens qui t'ont élevé. Adam, baisse la voix, ai-je prévenu, en jetant un coup d'œil vers la porte. C'est mon lieu de travail. Oh, désolé de t'embarrasser devant tes collègues chics, a-t-il crié, délibérément plus fort maintenant. Dieu nous en préserve que quelqu'un sache que tu viens de gens normaux et non de cette fausse vie parfaite que tu prétends avoir. La porte s'est ouverte et Kelly est entrée, son expression concernait mes professionnels. Tout va bien ici, Gretchen? Avant que je puisse répondre, Adam a sorti son téléphone. J'appelle maman et papa. Ils doivent venir ici et voir comment tu vis cette fausse vie, en prétendant que nous n'existons pas. Adam, arrête, dis-je fermement. C'est inapproprié. Mais il composait déjà le numéro, mettant le téléphone sur haut-parleur délibérément pour que je puisse l'entendre sonner. La voix de notre mère a répondu, semblant fatiguée. Adam, est-ce que tout va bien? J'ai trouvé Gretchen, a-t-il annoncé triomphalement. À son bureau en centre-ville. Toi et papa devez descendre ici tout de suite. Adam, qu'est-ce que tu fais? A demandé notre mère, la confusion évidente dans sa voix. Elle pense qu'elle est trop bien pour nous maintenant, a-t-il continué. Vous devez voir cet endroit. Voir comment elle vit en prétendant qu'elle n'a pas de famille. Kelly s'est rapprochée de moi, sa présence me soutenant. Voulez-vous que je lui demande de partir, a-t-elle chuchoté. J'ai légèrement secoué la tête. Cette confrontation couvait depuis 1 an. Il était peut-être temps de l'affronter directement. À travers le téléphone, j'ai entendu la voix de mon père se joindre à la conversation. Que se passe-t-il? Où es-tu, Adam? Je suis au bureau chic de Gretchen. Elle a un gros poste maintenant. Elle n'a pas pris la peine de vous le dire. Elle agit comme si elle avait honte de nous. Nous arrivons, a décidé immédiatement mon père. Envoie-nous l'adresse par texto. Adam a raccroché avec une expression suffisante qui m'a instantanément transporté en enfance, à toutes les fois où il avait réussi à manipuler nos parents pour qu'ils prennent son parti. Ils seront là dans 20 minutes, m'a-t-il informé. Ensuite, nous pourrons tous parler de la façon dont tu as abandonné ta famille. Kelly s'est raclé la gorge. Monsieur, je dois vous demander d'attendre dans la zone de réception. C'est un lieu de travail, pas un endroit pour les conflits familiaux. Adam l'a fusillé du regard mais a obtempéré à contre-cœur, sortant en tapant des pieds vers la zone de réception comme un adolescent plutôt que comme un homme de 20 ans. Une fois qu'il a été parti, Kelly s'est tournée vers moi avec inquiétude. Veux-tu partir avant qu'il n'arrive? Tu peux utiliser la sortie de derrière. L'offre était tentante. Je pouvais éviter la confrontation, préserver l'atmosphère professionnelle du bureau, protéger la séparation que j'avais soigneusement maintenue entre mon passé et mon présent. Mais fuir ne ferait que reporter l'inévitable. Non, ai-je décidé, il est temps d'affronter cela. Je suis désolé qu'ils amènent ce drame au bureau. Kelly m'a serré l'épaule en signe de soutien. Les complications familiales arrivent à tout le monde. Prenez la grande salle de conférence au bout du couloir pour plus d'intimité. Nous avons presque fini pour la journée de toute façon. Fidèle à la prédiction d'Adam, mes parents sont arrivés 20 minutes plus tard. La réceptionniste les a dirigés vers la salle de conférence où j'attendais, me préparant mentalement à la rencontre. Ils sont entrés prudemment, ma mère d'abord, puis mon père, avec Adam les suivants, arborant une expression de justification. Ma mère semblait plus âgée en quelque sorte, de nouvelles rides autour de ses yeux et de sa bouche.
Mon père semblait le même, sa posture rigide de désapprobation. Il se tenait maladroitement juste à l'intérieur de la porte, comme s'il n'était pas sur du protocole pour saluer une fille qui était partie sans avertissement un an plus tôt. « Bonjour », dis-je simplement, en restant assise à la table de conférence. « Je suis désolé qu'Adam vous ait amené ici comme ça. Nous nous sommes inquiétés pour toi, Gretchen, a commencé ma mère, sa voix portant la note familière du martyr. Tu réponds à peine à nos messages. Je réponds à chaque texto, ai-je corrigé doucement. J'avais juste besoin d'espace. Mon père a froncé les sourcils. De l'espace par rapport à quoi? Par rapport à ta famille qui t'a tout donné, qui a payé tes études, qui t'a fourni un toit sur la tête? J'ai pris une profonde inspiration, déterminé à rester calme. Je suis reconnaissante pour ce que vous m'avez fourni. Mais j'avais besoin de construire ma propre vie selon mes propres termes. En fuyant au milieu de la nuit, a demandé ma mère. Sais-tu ce que cela nous a fait ressentir? Comment cela a paru à tout le monde? Et voilà encore, le souci des apparences plutôt que du fond. Pas ce que je ressentais, mais comment le rôle de parent était perçu par les observateurs extérieurs. J'ai laissé un mot, lui ai-je rappelé. J'étais une adulte prenant une décision d'adulte. Adam, qui avait été inhabituellement silencieux, a soudainement montré du doigt l'article de journal économique encadré que j'avais apporté au bureau. Regardez ça. Elle se prend pour une grande réussite maintenant. Elle pense probablement qu'elle est meilleure que nous tous. Mon père a pris le cadre, parcourant l'article avec un froncement de sourcils de plus en plus profond. Experte en marketing numérique? Étoile montante des affaires? C'est pour ça que tu as abandonné ta famille. Pour un travail en entreprise. Le dédain dans son ton était si familier qu'il en était presque réconfortant, une confirmation que j'avais fait le bon choix en partant. Je n'ai abandonné personne. J'ai créé une vie pour moi-même. Je réussis bien, ce qui, je pensais, pourrait vous rendre fier. Fier, a répété ma mère avec incrédulité. Tu as disparu pendant 1 an, tu communiques à peine, et nous sommes censés être fiers parce qu'un journal local a écrit sur toi. Adam a hoché la tête vigoureusement. Elle ne nous mentionne même pas dans sa biographie, comme si elle était apparue de nulle part au lieu d'avoir une famille qui la soutenait. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé, et j'ai vu l'insécurité derrière la colère. Pendant toute sa vie, il avait été le centre de l'univers de notre famille, l'enfant chéri dont les besoins et les sentiments passaient toujours en premier. Mon absence et mon succès ultérieur avaient perturbé cette dynamique d'une manière qu'il trouvait clairement menaçante. Il ne s'agit pas de toi, Adam, dis-je doucement. Il ne s'est jamais agi de toi. Bien sûr qu'il s'agit de lui, a interjeté mon père. Tu es parti la nuit avant son tournoi important, sachant à quel point il avait besoin du soutien familial. Sa performance en a souffert. Les recruteurs l'ont à peine remarqué. Les actions ont des conséquences, Gretchen. J'ai regardé mon père avec incrédulité. Je suis parti parce que vous m'avez interdit de fêter mon 20e anniversaire parce qu'Adam prétendait que cela diminuerait en quelque sorte son match de football. Après des années à toujours mettre ses besoins avant les miens, c'était la goutte d'eau. Et vous continuez à le faire. Vous faites toujours de ces sentiments la priorité dans chaque situation. Le visage de ma mère a rougi de colère. Ce n'est pas vrai. Nous vous avons toujours traité de la même manière. Un rire m'a échappé avant que je puisse l'arrêter, un son court et incrédule. Maman, ce n'est tout simplement pas exact. Adam a toujours été la priorité. Ses sentiments ont toujours été considérés en premier. Il a toujours reçu la part du lion de l'attention et des ressources. Ce n'est pas juste, a argumenté mon père. Adam avait besoin de plus de soutien. Tu as toujours été indépendante, toujours capable. Je suis devenue indépendante parce que je le devais, ai-je répondu. J'étais capable parce que personne n'allait faire les choses pour moi comme il le faisait pour Adam. Le visage de mon frère s'est tordu de rage. Tu vois? Elle pense qu'elle est meilleure que moi. C'est de ça qu'il s'agit. Elle est jalouse parce que vous m'aimez plus. Et maintenant, elle essaie de vous faire sentir coupable. Son éclat a flotté dans l'air, la confession involontaire réduisant tout le monde au silence momentanément. Vous m'aimez plus. La dynamique mise à nu par ses propres mots. 2 de mes collègues sont passés devant le mur de verre de la salle de conférence, jetant un regard curieux. Cette confrontation devenait un spectacle,
exactement ce que j'avais travaillé si dur à éviter en maintenant une séparation entre ma vie de famille et ma vie professionnelle. Je pense que nous devrions continuer cette conversation une autre fois, dis-je fermement, en me levant. C'est mon lieu de travail, et cette discussion est inappropriée ici. Tu fuis encore, a ricané Adam. Typique. Je me suis tourné pour lui faire face directement. Je ne fuis pas, Adam. Je pose une limite, quelque chose que j'aurais dû faire il y a des années. Mon père s'est avancé, son expression s'assombrissant. Des limites ? Nous sommes tes parents. Tu ne poses pas de limites avec la famille. En fait, si, ai-je répondu, une calme certitude m'envahissant. Et je vous demande à tous de partir maintenant. Nous pouvons convenir de nous rencontrer une autre fois dans un lieu neutre si vous voulez parler davantage. C'est ridicule, a marmonné ma mère. Mais elle ramassait déjà son sac à main, peut-être tout aussi consciente de la nature publique de notre dispute. Mon père m'a jeté un dernier regard désapprobateur. Ce n'est pas fini, Gretchen. Tu ne peux pas simplement nous rayer de ta vie et prétendre que nous n'existons pas. Je n'ai jamais voulu vous rayer, dis-je doucement. J'avais juste besoin d'exister en tant que moi-même, pas comme une extension de cette dynamique familiale. Ils sont sortis de la salle de conférence, Adam jetant un dernier regard venimeux par-dessus son épaule. À travers la vitre, je les ai regardés traverser le bureau jusqu'à l'ascenseur, mes collègues faisant discrètement semblant de ne pas remarquer l'attention. Une fois qu'ils ont été partis, je me suis laissé retomber sur ma chaise, émotionnellement épuisé mais étrangement soulagé. La confrontation avait été douloureuse, mais elle avait confirmé ce que j'avais su intuitivement en partant, rien n'avait changé dans leur perspective, et par conséquent, rien ne changerait dans notre relation à moins que je ne maintienne les limites que j'avais établies. Kelly est apparue dans l'embrasure de la porte, l'inquiétude évidente dans son expression. « Ça va ?» J'ai hoché la tête lentement. Je pense que oui. C'était inévitable, je suppose. La famille, c'est compliqué, a-t-elle offert, en s'asseyant en face de moi. Mais pour ce que ça vaut, la femme que j'ai appris à connaître au cours de la dernière année est extraordinaire, peu importe d'où elle vient. J'ai souri avec gratitude, la simple reconnaissance un baume après la brutalité de la confrontation. Merci pour tout. Prends le reste de la journée, a suggéré Kelly. Prendre soin de soi après un drame familial n'est pas négociable. Alors que je rassemblais mes affaires pour partir, mon téléphone a vibré avec un texto d'Adam, « J'espère que tu es heureuse maintenant que tu nous as tous humiliés. » Je n'ai pas répondu. Pour la première fois de ma vie, je ne me sentais pas responsable de gérer les sentiments d'Adam ou d'apaiser l'inconfort de mes parents. J'étais responsable uniquement de mes propres choix, de mon propre chemin à suivre. Et à ce moment-là, cela semblait être le succès le plus significatif de tous. Dans les jours qui ont suivi la confrontation au bureau, Adam a coupé toute communication avec moi. Ma mère a envoyé quelques textos timides demandant si nous pouvions parler, mais quand j'ai suggéré de nous rencontrer dans un café plutôt que chez eux, elle a cessé de répondre. Mon père est resté totalement silencieux, son absence de ma vie se poursuivant comme elle l'avait fait l'année précédente. L'incident à mon bureau avait été plus public que je ne l'aurais souhaité. Bien que mes collègues aient été discrets, je savais que l'éclat avait été visible pour plusieurs personnes. Kelly m'a assuré que personne ne pensait moins de moi pour avoir des problèmes familiaux, une garantie qui m'a à la fois réconforté et embarrassé. J'avais travaillé si dur pour construire une identité professionnelle distincte de ma dynamique familiale, pour finalement voir ces mondes entrer en collision de la manière la plus dramatique possible. 2 mois après la confrontation, j'ai reçu un appel inattendu de ma mère. Sa voix semblait différente, sobre et hésitante d'une manière que j'avais rarement entendue. « Gretchen, a-t-elle commencé, j'ai beaucoup réfléchi à ce que tu as dit ce jour-là à ton bureau, sur la façon dont nous vous avons traité, Adam et toi, différemment. J'ai attendu, ne voulant pas interrompre ce qui semblait être un aveu difficile pour elle. Je ne voulais pas le croire, a-t-elle continué. Aucune mère ne veut penser qu'elle a favorisé un enfant par rapport à un autre. Mais j'ai regardé de vieilles vidéos de famille, regardé des albums photos, et je le vois maintenant. À quel point Adam était souvent au centre, comment tu étais toujours en arrière-plan, comment nous célébrions ses plus petites réussites tout en tenant les tiennes pour acquises. Sa voix s'est légèrement brisée. Je n'appelle pas pour trouver des excuses. Je voulais juste dire. Je suis désolé. Nous ne le voyions pas alors, mais je le vois maintenant. Les excuses étaient inattendues, une fissure dans le mur défensif que mes parents avaient maintenu tout au long de mon enfance.
Merci de dire ça, ai-je répondu prudemment. Ça signifie beaucoup pour moi de t'entendre le reconnaître. Ton père n'est pas prêt à avoir cette conversation, a-t-elle admis. Et Adam? Adam a des difficultés. Il a aussi abandonné le community college. Il ne peut pas garder un emploi. Il est en colère tout le temps, surtout à propos de toi et de ton succès. J'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, la justification que mes perceptions étaient exactes, la tristesse pour les relations familiales qui restaient brisées, et une étrange pitié pour Adam, qui n'avait jamais développé la résilience que mon expérience d'enfance m'avait imposée. Je suis désolé qu'il ait des difficultés, dis-je sincèrement, mais ces problèmes ne sont pas de ma responsabilité. Je sais, a soupiré ma mère. C'est une autre chose que j'apprends. Nous ne lui avons rendu aucun service en le protégeant des conséquences toutes ces années. Nous avons parlé pendant près d'1 heure, ne résolvant pas tout, mais commençant au moins une conversation plus honnête que nous n'avions jamais eue auparavant. À la fin, elle a demandé si je serais prête à dîner avec elle un jour, juste nous deux. J'ai accepté, bien que j'ai précisé un restaurant plutôt que leur maison. De petits pas, des limites prudentes. Cette conversation a marqué le début d'une reconstruction lente et hésitante, du moins avec ma mère. Nous nous sommes rencontrés pour un café ou un déjeuner toutes les quelques semaines, réapprenant progressivement à nous comporter l'une envers l'autre en tant qu'adulte plutôt qu'en tant que mère et fille négligée. Elle m'a dit que mon père avait encore du mal à comprendre mon « abandon », comme il l'appelait, mais qu'elle travaillait sur lui, l'encourageant à voir mon indépendance comme une force plutôt qu'un rejet. Adam est resté un problème plus compliqué. Pendant près de 2 ans après mon départ de la maison, il a refusé d'être là où je serais présente. Si ma mère mentionnait que je pourrais me joindre à une réunion de famille pour les fêtes, il déclarait immédiatement qu'il ne viendrait pas. Son ressentiment semblait se calcifier plutôt que de se dissiper avec le temps, comme si mon succès était un affront personnel plutôt que simplement mon propre parcours. Le tournant s'est produit de manière inattendue au mariage d'une cousine, près de 2 ans après mon déménagement. J'avais hésité à y assister, sachant qu'Adam serait là, mais ma cousine avait été gentille avec moi tout au long de mon enfance, et je voulais la soutenir en ce jour spécial. Je suis arrivé à la cérémonie séparément de mes parents et je me suis assise avec des amis plutôt qu'à la table familiale. Pendant la réception, j'étais au bar en train de prendre un verre quand Adam est apparu à côté de moi. Il avait l'air différent, plus mince, avec des cernes sous les yeux, mais plus sobre que lors de notre dernière rencontre. « Salut », a-t-il dit simplement. « Salut », ai-je répondu, me préparant à un autre éclat. Au lieu de cela, il a fixé son verre. « Tu as l'air bien. Réussi. »« Merci », dis-je prudemment. « Comment vas-tu » Il a haussé les épaules. « Ça va, je suppose. Je travaille dans l'entreprise de construction d'un ami de papa maintenant. » Nous sommes restés dans un silence gênant pendant un moment avant qu'il ne reprenne la parole. J'ai été vraiment en colère contre toi pendant longtemps. Je sais. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu as dû partir comme ça. Pourquoi tu n'as pas pu simplement rester et arranger les choses. J'ai pesé mes mots avec soin. J'avais besoin de découvrir qui j'étais en dehors de notre dynamique familiale. Je ne pouvais pas le faire en vivant à la maison. Il a hoché la tête lentement. Maman est différente depuis que tu es parti. Plus critique envers moi. Moins. Je ne sais pas, moins automatique à prendre mon parti. C'est peut-être une bonne chose, ai-je suggéré doucement, pour vous deux. Il n'a pas répondu directement à cela, mais après un autre silence, il a dit, je ne suis pas prêt à être ami ou quoi que ce soit, mais je suis fatigué de faire en sorte que maman organise des dîners de fête séparés parce que je refuse d'être dans la même pièce que toi. C'était une petite concession, à contre-cœur et incomplète, mais c'était quelque chose. Je comprends. Je ne m'attends pas à ce que nous devenions soudainement proches, mais j'aimerais pouvoir voir maman sans que ce soit toute une histoire. Il a de nouveau hoché la tête, a fini son verre et s'est éloigné sans un mot de plus. Pas une réconciliation, pas même vraiment une trêve, mais un petit pas vers une coexistence moins hostile. Au cours de l'année suivante, ma relation avec mes parents a évolué pour devenir quelque chose de différent de ce qu'elle avait été auparavant, mais aussi différente de l'éloignement complet qui a suivi mon départ. Mon père a finalement rejoint ma mère et moi pour dîner un soir, ses excuses moins directes que celles de ma mère mais présentes dans ses tentatives maladroites de poser des questions sur mon travail, de s'engager dans ma vie telle qu'elle était maintenant, plutôt que de critiquer les choix qui m'y avaient conduite. Adam et moi avons maintenu une distance prudente qui est progressivement devenue moins chargée d'hostilité.
Nous pouvions occuper les mêmes réunions de famille, échanger des conversations polies, même occasionnellement faire référence à des souvenirs d'enfance partagés sans que l'interaction ne se dissolve en récrimination. Ce n'était pas chaleureux, mais c'était civil, ce qui semblait être un progrès significatif. Quant à moi, le voyage a continué. Ma carrière en marketing a prospéré, Kelly m'offrant finalement un partenariat dans l'agence. Mon blog a évolué pour devenir une ressource respectée de l'industrie, menant à des conférences et des opportunités de conseil que je n'aurais jamais imaginé possibles 3 ans plus tôt. Mais les changements les plus profonds ont été internes. Grâce à la thérapie, à la tenue d'un journal et au soutien patient d'amis devenus une famille choisie, j'ai appris à reconnaître et à honorer ma propre valeur, indépendamment de la validation externe. J'ai développé des limites saines dans toutes mes relations, pas seulement avec ma famille. J'ai découvert qu'être forte ne signifiait pas être seule et que la vulnérabilité avec les bonnes personnes n'était pas de la faiblesse mais du courage. Le traumatisme d'être toujours secondaire dans ma famille avait laissé des cicatrices qui nécessitaient de l'attention et de la guérison. Il y avait encore des jours où la critique me frappait plus fort qu'elle ne le devrait, où je travaillais trop d'heures à la recherche d'approbation par la réussite, où je me surprenais à m'excuser d'occuper un espace qui m'appartenait de droit. Mais ces cas sont devenus moins fréquents à mesure que je cultivais la conscience de soi et l'autocompassion. Je pense souvent à la nuit où j'ai quitté la maison, à quel point j'étais terrifié en entrant dans l'inconnu. À 20 ans, emballer ma vie dans 3 sacs semblait être la fin de quelque chose de vital, une rupture qui ne pourrait jamais être réparée. À 23 ans, je comprends que c'était en fait le début de tout ce qui est important, mon moi authentique, ma capacité à aimer et à être aimé sans condition, ma capacité à poser des limites qui protègent ce qui compte pour moi. Parfois, le pas le plus difficile est de s'éloigner des personnes que vous croyez vous aimer inconditionnellement, pour découvrir que leur amour était assorti de fils invisibles. Parfois, la croissance la plus profonde vient de la taille de ses fils, même si cela cause de la douleur. Et parfois, la famille que nous créons par choix s'avère plus nourrissante que celle que nous avons reçue par hasard. Je ne regrette pas d'être parti cette nuit-là. Je ne regrette même pas l'année d'éloignement qui a suivi. Aussi douloureuses qu'elles aient été, ces expériences ont forcé une croissance qui aurait autrement pu prendre des décennies, si elles s'étaient produites du tout. Elles ont créé un espace pour que je devienne pleinement moi-même plutôt qu'une ombre conçue pour ne pas éclipser quelqu'un d'autre. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise est la suivante, l'amour devrait vous épanouir, pas vous diminuer. Il devrait célébrer votre lumière plutôt que de vous demander de l'atténuer pour le confort de quelqu'un d'autre. Et quiconque vous aime seulement lorsque vous vous faites petite ne vous aime pas vraiment du tout. Avez-vous déjà dû poser des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ne voyaient pas votre valeur? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez vous abonner et mettre un pouce bleu à cette vidéo. Votre soutien signifie tout alors que nous construisons cette communauté de personnes apprenant à se valoriser et à créer la vie qu'elles méritent. Merci d'avoir écouté mon parcours, et souvenez-vous, parfois, s'éloigner est la forme la plus forte d'amour-propre que vous puissiez pratiquer.